Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Africa. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition d'information. Tchad, manifestation du 20 octobre, Succès Masra saisit la CPI. C'est dans un document d'une trentaine de pages que l'opposant tchadien place en pole position des responsables. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, considéré comme le donneur d'ordre des ministres et des généraux, sont également sur la ligne de mire. Toujours en une de cette édition d'information, UMAC, nouvelle gamme de billets. La problématique autour du franc CFA s'accentue. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a annoncé la mise sur le marché d'une nouvelle gamme de billets de franc CFA. Le 15 décembre prochain, celle-ci vient remplacer celle de 1992, mais une décision qui vient également conforter l'idée selon laquelle le franc CFA n'est pas sur le point de plier bagage sur le continent africain. On parle de sport dans cette édition d'information. Coupe du Monde Qatar 2022. Les 26 du sélectionneur camerounais sont connus. La liste du Cameroun a été rendue publique avec des surprises de poids, notamment l'absence de Michael Ngadegadui et le retour de Franz Amboa Guissa et Eric Maxime Choupo-Moting. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à cette édition d'information sur For You Télévision. Eh bien, on parle de l'actualité en Afrique centrale et on démarre avec le Tchad où l'opposant Succès Masra a saisi la CPI dans l'affaire des manifestations répressives du 20 octobre dernier. Eh bien, celui-ci accuse le président Mahamat Idriss Déby Itno de la transition, d'avoir été le donneur d'ordre ainsi que le ministre de la Sécurité, mais aussi de généraux. Je vous propose plus de détails dans cet élément signé Ngeni. C'est dans un document d'une trentaine de pages que les conseils du président du parti, les transformateurs, incriminent en premier lieu le président de la transition Mahamat Idriss Déby, considéré comme le donneur d'ordre de ces attaques généralisées et systématiques consécutives à son maintien au pouvoir avec opportunité de pouvoir concourir à la prochaine élection. Sont également visés le ministre de la Sécurité Idriss Dokoni Adiker et les généraux Moussa Dir, co-directeur général de la police, Ahmad Dari, à la tête des renseignements généraux, et Daher Erda Taïro, patron de la garde présidentielle. Selon le communiqué, la Cour pénale internationale est saisie pour des fins susceptibles de revêtir la qualification de crime contre l'humanité. C'est au nom du peuple tchadien qu'il le fait, à relever Succès Masra afin que le tribunal international sache la vérité sur ces massacres qui ont visé une catégorie de Tchadiens revendiquant pacifiquement la justice et l'égalité face à un pouvoir dynastique armé. Selon le bilan officiel rendu public par le gouvernement tchadien, les événements du 20 octobre dernier ont causé le décès d'une cinquantaine de personnes et plus de 300 blessés. Cependant, selon les conseils de Succès Masra, il faut ajouter à ces décès des détentions arbitraires massives, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture ayant par exemple alerté de ce que 1000 personnes auraient été déportées vers la prison, entre 500 et 150 personnes tuées, plus de 180 personnes portées disparues et les forces de sécurité ciblant particulièrement certaines communautés. Et à la suite de cette demande ou alors saisine de la Cour pénale internationale de l'opposant tchadien Succès Masra, nous avons essayé de joindre un analyste, il est politologue mais également internationaliste, il s'agit du docteur Songo. Comment comprendre cette décision de Succès Masra, donc de saisir la Cour pénale internationale dans l'affaire du 20 octobre 2022, notamment en parlant de crimes contre l'humanité? Le premier facteur est ce processus de la France-Afrique qui vient juste de se régénérer dans son pays, nonobstant le refus de la plus grande tranche des populations, notamment les jeunes. Du point de vue historique, ce processus de la France-Afrique a toujours été implémenté au Tchad. Le Tchad s'est toujours présenté comme un pays d'opérationnalisation et d'opérationnalité de cette politique manichéenne, inique et mafieuse orchestrée par la France dans ses rapports avec ses ex-colonies. Autre élément plus important qu'il faut convoquer, c'est le contexte.
pour dire que sur la dernière décennie, Masra fait partie des derniers entrants sur la scène politique tchadienne. Mais il a fait une entrée somme toute remarquable et en très peu de temps. Il a su aujourd'hui se hisser parmi les acteurs politiques les plus en vue et les opposants les plus en vue et les plus considérés par le pouvoir en place. Comment il est parvenu à ça? Déjà, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il a pu capitaliser. D'abord, la situation dans laquelle se trouvait la plus grande frange de la population tchadienne, la jeunesse. En 30 ans de règne, il y a eu très peu de perspectives réelles offertes à la jeunesse et le niveau de vie en général, en se basant sur un indicateur comme l'indice de développement humain du PNUD, le Tchad a relativement stagné. Dans sa stratégie de conquête politique, il a initié un genre de communication politique tout à fait inédite au Tchad. Une occupation quasi permanente des réseaux sociaux qui lui permet d'avoir une présence permanente et une prise de position permanente sur les faits de société. Ça permettait de voir un homme politique au moins dont le discours s'intéresse aux conditions de la population. Troisième élément, l'histoire a montré dans ce pays que la plupart des opposants classiques ont perdu de l'aura parce qu'à un moment ou à un autre, ces opposants se sont accoquinés avec les régimes en place et la plupart en sont sortis très affaiblis en termes d'aura et d'influence. Mais il apparaît comme cet acteur plus ou moins nouveau avec peu d'acquaintance avec les régimes vomis par la plupart des jeunes. Et en Côte d'Ivoire, à présent, l'heure est à l'adoption de nouvelles lois. Le verdict est tombé, 122 sur 155 voix en séance plénière. Cette loi permet d'ajouter 2 nouveaux postes au sein de la commission internationale, de la commission électorale indépendante. Malgré ce vote, l'opposition se dit dubitative et reste tout de même méfiante. Koumabité pour plus de détails dans cet élément. En séance plénière ce mercredi, une loi permettant d'ajouter 2 nouveaux postes au sein de la commission électorale indépendante vient d'être votée à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Une manière d'appliquer les conclusions de la 5e phase du dialogue politique de mars. Malgré cela, l'opposition reste dubitative quant à la crédibilité de cette institution. Après quelques débats sur la forme, 122 parlementaires sur 255 ont voté pour cette loi qui, selon le député du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Fat Moussa Koulibaly, est une main tendue du président. Pour le PPAC Côte d'Ivoire, cette abstention est aussi un signal d'ouverture en vue d'espérer de nouvelles discussions entre partis politiques et majorité présidentielle. Pour rappel, le dialogue politique entre pouvoir et opposition s'était tenu au mois de mars 2022 dernier, après 2 mois et demi de débat, dans un climat apaisé, les acteurs s'engagea ainsi notamment à renforcer la culture démocratique dans le pays, marqué par des violences électorales lors de la présidentielle 2020. Et on en reparle dans cette édition d'information. Clap de fin pour la force Barkhane en Afrique. Bien sûr, dans le Sahel, Emmanuel Macron l'a annoncé dans un discours à la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel, qui se donne d'ailleurs 6 mois pour la finalisation des nouvelles stratégies de France en Afrique. Il a précisé que le soutien militaire aux pays africains se poursuivra sur de nouvelles bases. Je vous propose de découvrir ces bases en question dans cet élément signé Emma Moutou. Dans son discours prononcé à Toulon, le 9 novembre 2022, le président français Emmanuel Macron a officiellement annoncé la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel et se donne 6 mois pour finaliser la nouvelle stratégie de la France en Afrique après une consultation avec les partenaires africains. Il a également précisé que le soutien militaire aux pays africains se poursuivra cette fois sur de nouvelles bases. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques
que tentent d'exploiter les groupes terroristes. Selon l'Élysée, l'annonce de la fin de l'opération militaire Barkhane est sans conséquence immédiate sur le dispositif militaire français au Sahel. L'idée est d'agir à l'avenir en toute discrétion, en soutien aux pays partenaires et une expertise sur le plan de la fourniture en équipement et de formation. Escale au Cameroun, à présent où Douala, qui est considérée comme la porte du pays, n'échappe pas à la question de la gestion des déchets urbains qui se pose avec acuité. Une occasion pour l'exécutif communautaire de la mairie de la ville d'organiser un cadre de réflexion sur les journées de développement durable en vue de trouver des solutions au moment où l'Afrique abrite la COP27. Plus de détails dans cet élément signé Noira qui a suivi cette actualité pour nous. Avec ses près de 3 millions d'habitants, la capitale économique Douala, porte d'entrée du Cameroun, fait face à une réalité, les problématiques de développement de l'environnement. Une situation qui amène la ville à se réinventer, notamment face à la problématique de la gestion des déchets urbains. Et pour y apporter une solution, la mairie de la ville de Douala a organisé la journée de développement durable. Un cadre de réflexion en vue de réfléchir sur l'entretien de l'environnement et proposer une politique de gestion des déchets urbain au moment où Sharm el-Sheikh en Égypte abrite la COP27. La COP27 est une conférence sur le changement climatique et qui met en exergue les risques que court la planète et nos différents pays à travers la dégradation du climat induite par l'homme et par la nature. Et nous sommes ici justement dans un domaine où nous pensons que nous devons nous aussi faire un effort pour détruire moins et valoriser davantage ce que la nature nous a donné. Donc nous produisons beaucoup de choses. Il est bon que tout ne soit pas enfoui, tout ne soit pas jeté. Nous pouvons recycler beaucoup de choses que nous produisons et faire en sorte que, ne serait-ce que par là, la durée de vie des sites de décharge soit prolongée, mais surtout que nous puissions réutiliser certaines matières que nous enfouissons au sol alors qu'elles peuvent être utilisées. Pour le maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassadine, il est question ici que tout le monde s'y mette afin de parvenir à des solutions, le temps étant à la transition. Donc pour nous, le lien est évident. Nous sommes tous dans une sorte de transition climatique, et nous souhaitons, à travers la valorisation des déchets, produire de l'énergie, produire du compost, produire beaucoup d'autres choses qui peuvent être utiles à l'homme et qui peuvent réduire la pression que l'homme exerce sur l'environnement. La ville de Douala devra les 10 et 11 novembre 2022 amener les populations à adopter les nouveaux mécanismes de gestion des ordures afin de donner un regard salubre à la métropole. Après les échanges lors était la visite des stands, les travaux ont connu la participation de nombreux acteurs sous l'abri de la salle des fêtes d'Aqua dans le premier arrondissement de la ville. Et après avoir parlé de développement dans cette édition d'information, parlons à présent d'économie. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a annoncé la mise sur le marché d'une nouvelle gamme de billets de francs CFA. Celle-ci débutera le 15 décembre 2022 et remplacera bien sûr celle de 1992. Mais une décision qui vient conforter l'idée selon laquelle le franc CFA n'est pas prêt de plier bagage en Afrique et réveille tout de même certaines consciences et oppositions. Je vous propose de découvrir tout cela à nouveau avec Noira. Les pays membres de la CEMAC se verront avec de nouvelles gammes de billets de francs CFA dès le 15 décembre 2022. L'annonce a été faite par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, dans sa note intitulée Résolution numéro 1 le 7 novembre dernier. L'économiste Dr Jean-Marie Biada nous dit que ce changement était attendu depuis 10 ans aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans qu'on l'attend. Généralement, dans un espace économique, les signes monétaires qui sont diffusés sont généralement changés tous les 10 ans. Or, on devait avoir changé dans ces gammes-là depuis 2010, 2011, 2012 ou plus tard par là. Cela n'a pas été le cas. Et vous voyez très bien que l'objectif de changer ces signes, c'est dû au fait que la monnaie, notamment les billets de banque étant donc de la marchandise, une
matières, elles prennent le temps de vieillir. On s'est rendu à l'évidence que c'est au bout de 10 ans que les signes pour sécuriser ces signes monétaires vieillissent et ne répondent plus favorablement, et que même les gens qui s'amusent à faire de la contrefaçon monétaire, au bout de 10 ans quand même, auraient eu le temps de maîtriser cette technologie. On change donc pour ne pas leur donner la possibilité de prospérer dans leur acte malfaisante et malveillante de multiplication monétaire. Toutefois, bien que ceci réponde à l'orthodoxie monétaire, il se pose néanmoins avec acuité la problématique autour du franc CFA, une véritable gangrène pour le développement des pays africains. Mais de l'avis de notre expert, il est d'une opérationnalisation afin d'alimenter le marché. La question du changement du franc CFA étant une décision politique. La priorité des priorités actuellement, à mon sens, ce n'est pas de changer le franc CFA, c'est un débat éminemment politique. Et là, tout de suite, nous sommes en train de parler d'un problème purement opératoire, c'est-à-dire changer les signes monétaires et non changer la monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire dans la zone CEMAC Afrique centrale. Donc, la zone Afrique centrale, CEMAC. Autrement dit, la grosse préoccupation, justement, c'est pas simplement de changer ces billets-là. On va changer ces billets, mais derrière ça, n'oubliez pas qu'on va alimenter le marché, on va approvisionner le marché camerounais en monnaie divisionnaire, en pièces métalliques qui font énormément défaut ces derniers temps et atrophient donc les 101 activités, pas forcément du secteur informel, les activités de suivi. Il y a la question de savoir si avec la nouvelle gamme de billets, la fraude verrait son terme. Le docteur Jean-Marie Biada rassure sur la sécurisation. Non, jusqu'ici, les autorités monétaires ont réussi à sécuriser ces signes monétaires. Tous ceux qui font dans le faux monnayage, dans la contrefaçon des signes monétaires, ne prospèrent pas assez souvent. Vous voyez que au bout de 2-3 semaines, on n'hésite pas de vous les montrer à la télévision et ces gens vont poursuivre leur activité de malfaisance monétaire au niveau de l'université que l'État a créée pour eux, notamment des départements spécialisés à la faculté de Nubel et à la faculté de Kondengi. En attendant donc que les politiques et les gouvernements des pays de l'Afrique centrale ne prennent la décision de quitter le franc CFA, les autorités monétaires ont pour mission de veiller à fournir aux utilisateurs des gammes de billets capables de leur permettre de faire mouvoir et faire avancer les économies et les marchés sous-régionaux. Et on parle de sport dans cette édition d'information, notamment de football. Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur camerounais Rigobert Song n'a pas traîné pour laisser voir la liste des 26 lions indomptables qui défendront les couleurs du Cameroun au Qatar. Eh bien, sitôt le match de préparation face à la Jamaïque conclu, le sélectionneur a donc annoncé les joueurs qui comptent battre, bien sûr, cette compétition du côté du Qatar. C'était le 9 novembre dernier à Yaoundé. L'expérimenté Nicolas Nkoulou, qui a joué les mondiaux 2010 et 2014, figure parmi les rangs, sans oublier également l'attaquant Eric Choupo-Moting et son confrère Vincent Aboubakar. Parmi les absents, Michael Gade-Gadui, qui semble avoir été oublié par le staff. Plus de détails dans cet élément signé Ngeli. Sur les 26, 23 étaient déjà présents lors du dernier regroupement à Séoul en Corée du Sud. Bien qu'absent lors de cette expédition, Franck Zambo-Anguissa fait son comeback. Lui qui a 26 ans réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière avec son club Naples, leader du championnat d'Italie, qui a par ailleurs terminé en tête de son groupe en Ligue des Champions devant Liverpool. À côté de Franck Zambo-Anguissa, le Cameroun peut également compter sur Eric Maxime Choupo-Moting, irrésistible avec le Bayern, un début de saison ponctué de 10 buts, toutes compétitions confondues en 15 matchs disputés. Sans surprise, les cadres de l'équipe nationale sont présents. Le capitaine Vincent Aboubakar, le gardien de but André Onana, le Lyonnais Karl Toko Ekambi, auteur du but de la qualification face à l'Algérie. Dans le registre des surprises, le sélectionneur-manager Rigobert Song fait appel à 2 joueurs locaux, dont le ballon d'or camerounais Souaïbo Marou, l'attaquant de Coton Sport de Garoua, et Jérôme Gob Bekile de la colonne sportive du Djaïlobo. Les grands absents de ce mondial étant, bien sûr, Michael Gade-Gadui, Léandre Tawamba, Jean-Émile Junior Onana et Ignatius Kianago.
Mesdames, Messieurs, voilà qui referme cette édition d'information sur For You Africa. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos plateformes internet For You Media Africa et de nous avoir écoutés sur notre radio For You Africa 96.3 FM. Les programmes et l'information se poursuivent sur notre télé. Au revoir, Yaoundé.